Bonjour à tous, aujourd'hui on va tenter de résoudre une des plus grandes énigmes de l'œuvre de Carl Jung. Le mystère se cache au cœur d'un de ses livres les plus denses, Psychologie et alchimie. Et c'est un livre qui de prime abord a l'air complètement fou pour un esprit scientifique. Le voilà, l'ouvrage en question. Alors attention, ce n'est pas juste une petite curiosité dans sa bibliographie. Non, ce livre, c'est une véritable charnière. C'est le point de bascule qui va connecter tout son travail de médecin sur la psyché humaine avec ses immenses recherches sur les archétypes. La question, c'est comment il en est arrivé là? C'est la grande question. Pourquoi Jung, un psychiatre, un esprit du XXe siècle, a-t-il pu passer des années à décortiquer ce que tout le monde considérait comme un tas de superstitions, comme l'ancêtre un peu raté de la chimie moderne? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jung lui-même le dit. Il partageait cette méfiance au début. Cette citation, elle nous montre bien qu'il n'est pas parti là-dedans comme un croyant naïf. Non, il est parti comme un chercheur face à une anomalie qu'il se sentait obligé de comprendre. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour comprendre cet intérêt pour l'alchimie, il faut d'abord saisir le problème scientifique auquel Jung faisait face. Il cherchait quelque chose, une preuve en fait. Voilà le nœud du problème. Jung, il avait mis au point des théories absolument révolutionnaires. L'idée d'un inconscient collectif, commun à toute l'humanité, et ce fameux processus d'individuation, le chemin pour devenir soi-même, en entier. Mais il avait une angoisse terrible. Et si tout ça n'était que le fruit de son imagination? Il avait désespérément besoin de trouver une preuve historique, objective. Il cherchait des échos, des motifs récurrents dans les civilisations passées, pour montrer que la psyché humaine n'est pas une page blanche, qu'elle suit des schémas universels. En fait, il voulait être un découvreur, pas un inventeur, une sorte d'archéologue de l'âme. Et c'est là, dans sa rencontre avec les textes alchimiques, qu'il va trouver la clé. Une clé qui va lui ouvrir des portes incroyables, avec, comme il le dit lui-même, un bonheur inégalé. C'est ici que tout va changer. Ce tableau, il illustre parfaitement le changement radical de perspective qu'il propose. D'un côté, on a l'image d'Épinal, des vieux barbus qui essayent de faire de l'or. De l'autre, on a ce que Jung a compris, un processus symbolique. Il a réalisé qu'en essayant de transformer la matière, les alchimistes, sans même le savoir, décrivaient leur propre transformation intérieure. Et d'ailleurs, les alchimistes le disaient eux-mêmes, avec cette fameuse phrase « Notre or n'est pas l'or du vulgaire ». Leur but, ce n'était pas le métal jaune, non, l'or pour eux, c'était un symbole, le symbole de la perfection, de la totalité, de l'aboutissement psychique. Et voilà, on touche au cœur de la thèse de Jung. Le processus chimique, à l'époque, était un grand mystère. Il servait en quelque sorte d'écran de cinéma. Et sur cet écran, les alchimistes projetaient le drame de leur propre psyché. Un processus tout aussi mystérieux. La matière devenait le miroir de leur âme. Mais Jung ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Pour lui, l'alchimie, c'est une sorte de courant souterrain, presque un rêve collectif, qui venait contrebalancer la vision du monde officiel de l'époque. Voyons ça de plus près. Alors, à la surface, qu'est-ce qu'on avait? Le dogme chrétien, un monde basé sur une opposition radicale entre le bien et le mal. Le symbole par excellence, c'est la Trinité, un chiffre 3, très masculin. Eh bien, l'alchimie, dans l'ombre, elle cherchait autre chose. Elle voulait unir les contraires. Et son chiffre, c'était le 4, la quaternité, qui intégrait justement ce qui manquait. Cette idée de la quaternité, du chiffre 4, on la retrouve partout. Elle est parfaitement résumée dans une des formules les plus anciennes de l'alchimie, qu'on attribue à Marie la prophétesse. Le voici. Cet axiome, c'est le leitmotiv de toute l'alchimie. Et l'élément clé, c'est ce fameux quatrième. Il représente tout ce que la Trinité avait laissé de côté. Le féminin, le corps, la matière, la terre, et même le mal, l'ombre. C'était une tentative de tout réintégrer pour atteindre la complétude. Alors, quel est le but final de tout ce travail, de ce qu'ils appelaient l'opus, le grand œuvre? Eh bien, c'est précisément de créer ce quatrième élément qui unifie tout. Et cet élément, c'est la fameuse pierre philosophale. Et là, Jung a montré que les étapes de l'alchimie sont en fait une carte parfaite du processus d'individuation. Ça commence par la nigredo, le noir, la dépression, qui correspond à la rencontre avec sa propre ombre. Ensuite, ça cumule dans le mariage des opposés, pour enfin donner naissance au lapis, la pierre. Et ce lapis, cette pierre philosophale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour Jung, c'est tout simplement un symbole de ce qu'il a appelé le soi. Le soi, c'est le centre de la personnalité qui réunit le conscient et l'inconscient. C'est le but du chemin, devenir un être humain complet, unifié.
On arrive donc à la conclusion de cette enquête intellectuelle incroyable. Le point essentiel, il est là. L'alchimie, sous ses apparences étranges, c'était une psychologie pratique. C'était la quête de l'homme médiéval qui, en cherchant à transformer la matière, travaillait en réalité à sa propre transformation. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Jung nous a montré ce que la conscience de l'époque médiévale laissait dans l'ombre. Alors aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce qu'on laisse dans l'ombre? Qu'est-ce qu'on projette, sans le savoir, sur le monde qui nous entoure? C'est une excellente question pour réfléchir.